Alors bonjour à tous et à toutes, bon anniversaire à l'IRES. Et donc je commence la session du matin par vous parler de la démocratie sociale. Donc c'est un très vaste sujet et effectivement je crois que je ne vais faire que l'effleurer en parlant de 40 ans de démocratie sociale et en utilisant là au départ cette notion qui n'a pas toujours été aussi diffusée qu'elle l'est actuellement, même si son usage est multiple, comme l'a montré récemment un article de Karel Lyon dans l'analyse qui lui consacre. Je la retiens là dans un sens large qui inclut les différentes formes de participation et d'intervention des salariés et de leurs représentants à la régulation du travail et de la protection sociale. Donc ça englobe la négociation collective, les dispositifs de concertation, information, consultation, tant dans l'entreprise qu'à l'échelle nationale ou même internationale, et je pense évidemment au comité d'entreprise européen, au dialogue social européen, voire mondial. Alors, en quoi l'institutionnalisation croissante de la démocratie sociale que l'on constate depuis les lois Auroux a-t-elle permis, d'une part, un élargissement de cette démocratie vers des salariés ou d'autres catégories qui n'en bénéficiaient pas, et d'autre part, s'est-elle a permis son approfondissement par les sujets traités, comme par exemple la gestion des entreprises, la RSE, la transition écologique. J'ai choisi de rendre compte de son évolution au prisme des transformations institutionnelles, en somme des règles du jeu, en évoquant 4 moments clés qui cristallisent des positions et des oppositions, correspondent à des réformes importantes et un renouvellement des pratiques et des questionnements. Premier moment que j'ai sélectionné, les lois Auroux, évidemment, donc les années 82, 83, 84, et Fabrice Coquelin y a fait allusion en parlant des 4 lois Auroux et en les rappelant. Pour ma part, j'en retiens 2 emblématiques. Je dirais pourquoi ensuite. Donc la loi du 4 août 82 qui crée un droit à l'expression directe, sans médiation syndicale et collective, des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et d'organisation du travail. La loi du 13 novembre 82 instituant une négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise sur les salaires effectifs et l'organisation du temps de travail. Alors, jusqu'au milieu, disons, des années 90, beaucoup d'études s'attachent au contenu et à la portée de ces réformes, en particulier sur le droit d'expression, qui n'aura en fait qu'une application limitée, et sur l'essor incontestable, mais inégal, de la négociation d'entreprise. Ensuite, on examine aussi beaucoup les questions de généralisation de la couverture conventionnelle, un des objectifs majeurs des lois Auroux, qui avait été mis en avant dans le rapport Auroux en spécifiant qu'il y avait au moins 3 millions de salariés qui n'étaient couverts par, disons, aucune règle conventionnelle. Voilà, je reviendrai plus tard sur les branches. Mais en 84, c'est surtout, et dans peut-être les années qui suivent, c'est surtout l'échec d'une négociation interprofessionnelle sur la flexibilité de l'emploi pour faire face à la crise de l'emploi, on compte alors 2 millions de chômeurs, qui suscite le plus de débats et de remous, tant au sein des syndicats qu'à l'extérieur. On souligne alors l'ambition du protocole d'accord abordant de nombreux sujets et préfigurant d'une certaine manière les accords donnant-donnant conclus plus tard. Du reste, ceux qui s'opposaient dans les syndicats, notamment à la signature de ce protocole, considéraient que dans ce cas, le contenu du protocole était très déséquilibré en faveur du patronat. Cependant, le concept de flexicurité, que je n'oublie pas, conciliant souplesse au travail et sécurité des emplois, inspiré des lois adoptées aux Pays-Bas puis au Danemark, n'émergera en France qu'au début des années 2000 et un numéro de la revue de l'IRES lui est consacré en 2009. En tout cas, cet échec amorce plutôt un déclin durable de la négociation interprofessionnelle et, plus largement, souligne les difficultés des acteurs sociaux à s'engager à l'échelle nationale dans une régulation partagée des grandes réformes, celle du marché du travail. On pourrait citer aussi l'absence en France des pactes sociaux pour l'emploi et la compétitivité, des systèmes de retraite et de santé. Dans ces domaines, notamment les 2 derniers, les réformes décidées par l'État, sans beaucoup de concertation,
vont donner lieu à d'amples et récurrentes mobilisations syndicales pour s'y opposer. Je rappelle juste les dates, 95, 2003, 2010, 2019, mais mobilisation aussi pour abroger la loi, par exemple, instituant le contrat première embauche en printemps 2006. Je passe tout de suite au deuxième moment clé, 97-2000, avec sa thématique centrale de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, et donc le fait qu'il y a là une régulation partagée et parfois contestée entre l'État et les entreprises. Au milieu des années 90, le triptyque aménagement et réduction du temps de travail, emploi, flexibilité se trouve encore au cœur de dispositifs légaux et conventionnels qui se succèdent pour encourager la négociation d'entreprise. Mais celle-ci ne décolle guère et qui explique les résultats modestes en termes de maintien et de création d'emplois. D'où la décision bien connue du gouvernement d'abaisser, de réduire la durée légale du travail à 35 heures et de confier sa mise en œuvre à la négociation d'entreprise. Donc les lois Aubry de 98 et 2000 organisent un dispositif complexe incluant des aides financières, l'intervention d'experts, le mandatement, pour permettre aux entreprises de négocier la réduction du temps de travail sans compromettre leur compétitivité. Il en résulte une forte croissance de la négociation d'entreprise pendant 3 années consécutives, surtout pendant 3 années consécutives, en particulier dans les petites entreprises où, à défaut de délégués syndicaux, des salariés mandatés par les OS extérieurs signent des accords. Alors, là aussi, les lois Aubry et les accords d'entreprise nourrissent de nombreux questionnements sur les processus déployés pour mettre en œuvre ces lois, en particulier sur les nouveaux acteurs de la négociation, les salariés mandatés, j'ai cité, les élus du personnel, sur les conséquences en termes de maintien et de création d'emplois, sur la nature même de la négociation collective, considérée par certains comme une modalité de l'action publique. Alors, très hostile à la loi qui impose, au lieu d'encourager une réduction de la durée légale du travail, le MEDEF, qui a alors remplacé le CNPF, dénonce dans les termes les plus vifs l'ingérence de l'État et formule, dans la négociation sociale, et formule des propositions dans un projet de refondation sociale visant à rééquilibrer responsabilité des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, mais à donner aussi une place centrale au contrat et au dialogue social décentralisé. Je passe au troisième moment, 2007-2008, qui permet, disons, peut-être de clarifier en partie les champs de compétences entre l'État et les partenaires sociaux. On a là 2 années particulièrement riches dans cette perspective de renforcement de la démocratie sociale, mais sans oublier que 2008 marque aussi le début de la crise financière et économique qui va avoir d'importantes répercussions. Alors, je commence par la loi du 31 janvier 2007, peut-être pas la loi qui est la plus connue et en tout cas la plus médiatisée, qui constitue maintenant l'article L1 du Code du travail, qui s'inscrit dans les réflexions et débats et notamment une position commune des partenaires sociaux sur les moyens de l'approfondissement de la négociation collective qui a été adoptée alors en 2001 et qui vise aussi toujours à sortir des faux semblants de la concertation avec l'État en reconnaissant aux partenaires sociaux une responsabilité réelle dans la conduite des réformes. Donc, l'article 1 impose donc au gouvernement de les consulter lorsqu'il envisage une réforme dans les champs des relations de travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de leur laisser la possibilité d'ouvrir une négociation autonome sur le sujet. Donc, en application de ces lois, vont s'engager des négociations interprofessionnelles, là aussi sur des sujets très sensibles. J'en retiens 2, celui de la modernisation du marché du travail, d'une part, et celui de la représentativité syndicale et le dialogue social, d'autre part. Ce qu'il est important de souligner, c'est que les négociations ont abouti à des accords, tout ça en 2008, qui ont ensuite été transposés dans la législation. Donc on a deux accords et 2 lois dans cette même année. Concernant alors la modernisation du marché du travail, donc qui a donné lieu à un accord national interprofessionnel, son intérêt, son importance, qui a été particulièrement souligné par Jacques Freycinet dans le travail qu'il a consacré à cet aspect,
que la négociation collective en France, en particulier au niveau interprofessionnel, a longtemps ignoré les questions d'emploi et de marché du travail considérées comme relevant de l'État et de l'action publique. On a déjà vu l'échec de la négociation nationale sur la flexibilité peut être considéré comme un indicateur, mais l'intérêt de cet accord tient aussi à son caractère multidimensionnel en s'attachant tout à la fois au contrat de travail, à la GPEC, aux conditions d'embauche et de rupture, à la formation professionnelle. Alors, je passe les détails pour rappeler quand même que c'est cet accord qui prévoit la rupture conventionnelle qui satisfait le camp patronal, mais beaucoup moins les syndicats. Mais ceux-ci, en contrepartie, j'allais dire, sont très intéressés par la disposition qui stipule que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail. Donc on a là un principe essentiel qui est énoncé et qui prend sens dans un contexte de débats et de propositions multiples sur la simplification du droit du licenciement. Concernant les règles de représentativité des syndicats et de validité des accords collectifs, elles sont issues, là aussi, de la position commune du 9 avril 2008, signée par une partie des syndicats et le patronat, qui a été transposée ensuite dans la loi du 20 août portant rénovation de la démocratie sociale. Les changements sont massifs. Tout le monde les connaît. La loi met fin à la présomption de la représentativité des syndicats qui, désormais, se fonde sur plusieurs critères, parmi lesquels l'audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles. Le droit de négocier est subordonné à la reconnaissance de la représentativité des acteurs et la validité des accords dépend également de l'audience des syndicats signataires d'un accord. Donc, c'est une loi majeure, bien entendu, mais cette réforme, elle vient de loin, pas seulement de la position commune, elle vient de loin. 10 ans auparavant, la première loi Aubry avait en effet introduit un principe majoritaire, répondant alors au souci de renforcer la légitimité des syndicats ou des mandataires, s'engageant alors dans des négociations difficiles sur la RTT. Donc, ces lois 2007-2008 ont des conséquences directes sur les pratiques de négociation, sur les dynamiques de l'action collective, les politiques de gestion des entreprises et notamment des plus grandes, alors engagées pendant toute cette décennie dans des processus complexes de restructuration. 2 numéros spéciaux de la revue de l'IRES témoignent de ces orientations. L'importance sur les modes de gestion des restructurations, qui a été publié en 2012, après un numéro qui avait déjà été publié en 2005, et l'autre publié en 2015 intitulé « Négocier l'ajustement de l'emploi dans la crise ». Enfin, 4e moment, mais je pense que j'arrive peut-être au terme du temps imparti, 4e moment, et c'est le dernier, qui couvre la période 2016-2019, donc des lois du travail 2016, les ordonnances de 2017 et la loi 2018, les lois de 2019, qui fusionnent les IRP et élus en une seule, le comité social et économique. Là, je vais être beaucoup plus bref parce que j'ai un peu dépassé mon temps. Rappelez simplement que dans la loi de 2016, ce qui ressort surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la primauté qui est conférée à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, qui dès lors acquiert un caractère supplétif, sauf pour 4 thèmes définis par la loi. De 4, on passera à 15, mais la discussion sur ces primautés de niveau existe toujours, et là je fais allusion à l'idée de comment on appelle ça, les clauses équivalentes les garanties équivalentes qui pourraient être données par des accords d'entreprise par rapport aux branches. Alors, quel est le problème de la branche? Est-ce que en 2004, on parlait à propos des branches du funeste sort qui semblait déjà leur être réservé, car cette loi de 2004 généralisait les possibilités de dérogation, dans un sens défavorable bien sûr, à l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche. La restructuration des branches qui a été initiée, engagée depuis 2015, destinée à les revitaliser, a permis une réduction drastique de leur nombre, mais qu'en est-il de leur champ de l'application et de leur activité de régulation? Donc, quant aux ordonnances de 2019 qui mettent en place notamment le Conseil social, les comités socio-économiques,
on dispose d'évaluation, à la fois du comité d'évaluation et des travaux de recherche. Je conclus en pointant juste 3 questions qui me semblent encore ouvertes pour la démocratie sociale, même si toutes les autres le sont en réalité. La première, c'est la démocratie sociale dans les TPE, dans les toutes petites entreprises, les très petites entreprises. La question est posée en fait depuis les années 80 en raison de leur importance et du fait qu'elles étaient exclues de tout système de représentation et de négociation collective. Donc il y a une étape importante de leur développement par une loi de 2015 qui généralise les commissions paritaires régionales territoriales dont les membres sont élus par les employeurs et les salariés des TPE sur des listes présentées par les organisations syndicales et patronales. Mais il ne suffit pas d'institutionnaliser un dispositif de représentation des salariés pour lui donner force, comme l'indique l'absence d'activité de négociation, l'éloignement des sites de production, la participation très faible aux élections. Jusqu'à maintenant, les résultats ne sont pas probants. Deuxième point, comme je l'ai déjà dit, la démocratie sociale bute sans cesse sur la question des champs respectifs d'intervention, disons de régulation de l'État et des partenaires sociaux. Donc malgré des avancées institutionnelles, les tensions subsistent, en particulier les négociations contraintes tant au niveau interprofessionnel qu'à celui de l'entreprise, interrogent l'autonomie réelle des acteurs collectifs du monde du travail. Les recherches menées sur la NAO ont ainsi mis en évidence une tendance à des négociations administrées qui se révèlent formelles et parfois éloignées des enjeux réels. Enfin, dernière composante, et je conclus sur cet aspect, de la démocratie sociale, celle de la participation des salariés aux décisions stratégiques de l'entreprise, qui s'opère à travers la présence des représentants des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance, avec droit de vote évidemment. Plusieurs lois, 2013, 2015 et la loi PAC de 2019, ont permis à la France de rejoindre enfin le groupe des pays européens ayant adopté la codétermination. Toutefois, en limitant à 2 le nombre possible d'administrateurs salariés, la France reste timide sur ce qui est souvent considéré comme une forme avancée de participation des salariés à la gouvernance des entreprises. Un beau sujet de réflexion et d'action collective. Je vous remercie.